Bonjour à tous, Interaction chaque semaine, midi 30, 13h en direct pour mieux appréhender ce monde boursier. Un monde chahuté au réveil ce matin, on n'aurait pas parié dessus, les marchés ne pariaient pas dessus d'ailleurs, mais la Grande-Bretagne a décidé de sortir. C'est le Brexit. On en parle aujourd'hui en compagnie de Thomas Louis, notre gérant. Thomas, bonjour. Good morning, Thomas. And Hubert. Bonjour Hubert. Hello. Bon, on peut reparler français finalement parce que le channel va s'éloigner un petit peu plus, va se creuser un peu plus, donc entre le continent et la Grande-Bretagne. On va essayer de comprendre ensemble, très concrètement, pourquoi est-ce que ça impacte les marchés financiers et si on doit réagir dans la gestion d'interaction et comment le faire pour essayer d'en tirer profit et de sauver ce qui peut l'être. On commence tout de suite avec la partie actualité. Une première question pour vous deux, messieurs. Pourquoi est-ce qu'au réveil, finalement, on a perdu 10% par rapport à la veille? Est-ce que les entreprises, c'est une éternelle question, sont en moins mauvais état qu'hier soir à 23h? Non, évidemment qu'elles ne sont pas en moins mauvais état, mais comme on l'a souvent rappelé sur ce plateau, les entreprises, quand on est analyste financier, on regarde leurs chiffres, leurs prévisions dans un environnement connu. Et puis là, on vient de faire naître de l'incertitude, et cette incertitude génère de la volatilité sur les cours. Et non, c'est probablement pas la fin du monde, mais en tout état de cause, c'est la fin d'un monde. Donc face à cette incertitude, vous avez une baisse des marchés financiers. Quels sont les facteurs d'inquiétude, Hubert? Quels secteurs sont les plus impactés? D'abord, il faut ramener un peu de calme. Sur la semaine, le CAC 40 perd 1,6%. C'est pas. On avait beaucoup monté. On avait beaucoup monté. Donc jeudi. on a des fortes réactions. On va y revenir, mais c'est pas la fin du monde. On perd 11% depuis le début de l'année en France, en Allemagne, et on perd 3,5% sur les indices anglo-saxons, y compris britanniques. Mais on reviendra. Il y a peut-être un cas particulier. Ce que n'aiment pas les marchés, c'est l'incertitude. Et là, l'incertitude, elle est sur ce qu'ils ne maîtrisent absolument pas. Elle est politique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien comment on va négocier les rapports avec le Royaume-Uni. On ne sait pas comment le Royaume-Uni lui-même va survivre à ça avec une tension centripète, notamment sur l'Écosse. On a des élections après-demain en Espagne, où on a à la fois une possibilité, j'allais dire un risque, une possibilité que l'extrême gauche prenne le pouvoir, et une possibilité, aussi un risque, que la Catalogne donne une majorité indépendantiste. Donc ça, c'est un des facteurs d'inquiétude, c'est que la dislocation se propage au reste de l'Union. On a un référendum italien qui est très important, parce que c'est le changement de constitution. Vu les élections, les élections municipales qu'il y a eu, on peut imaginer qu'il échoue. Donc on remet en question tout un monde politique à un moment où, alors ça on pourrait y revenir, où le cycle économique ne pose pas les mêmes problèmes qu'il posait il y a encore 2 ans. Je reviens sur ma question, les secteurs qui sont le plus impactés aujourd'hui, après ce Brexit. Alors, la question, on va en parler longtemps, c'est qu'est-ce qui va se passer sur l'économie du Royaume-Uni? Parce que tous les scénarios qu'on a donnés étaient des scénarios de campagne électorale, donc c'est catastrophique pour les uns. Il y en a même un grand économiste anglais qui disait que ça serait positif pour la croissance. Donc tout ça, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dévaluation compétitive. Même si aujourd'hui la livre sterling ne perd que 4,5, ils font 15% de dévaluation quasiment. Et donc ça, la dévaluation compétitive, c'est qu'il y a des gens qui vont être des gagnants. Je prends un exemple, Sanofi produit plutôt en euros et en dollars, quand AstraZeneca produit plutôt en dollars et en sterling. Donc c'est un exemple. Ça, c'est les gagnants. Malgré tout, il y a des inquiétudes. Ce matin, les bancaires notamment qui dévissent fortement, moins 10%, entre moins 10 et moins 20 pour les banques françaises. Moins 10, moins 26 ou 27 à l'ouverture. Alors oui, le problème bancaire, c'est ce qu'on vit là, c'est juste un catalyseur. On a souvent parlé, c'est un catalyseur. Pourquoi? Parce qu'on a un système bancaire européen qui n'est pas égal, entre guillemets. C'est-à-dire que les banques italiennes sont en position de faiblesse au moment où on parle, et donc la difficulté qu'on va voir maintenant, c'est que c'est probablement ce secteur qui va être attaqué, notamment en Europe, c'est que face à cela, il va falloir recapitaliser les banques italiennes. Or, quel rapport entre les banques italiennes et le Brexit? Mais en fait, tout est éminemment et évidemment lié dans ces économies. Les investisseurs peuvent se trouver aussi bien en Angleterre que sur le continent européen. Et ces investisseurs vont se poser la question, on rend flou, pourquoi faire? Est-ce qu'on a de la croissance qui va permettre à ces entreprises et notamment à ces banques de s'en tirer? Ou est-ce qu'il
Et surtout, à quel prix on fait ces augmentations de capital? C'est toujours la même chose. L'investisseur est pragmatique, et les Anglais, on va commencer par eux encore plus. L'investisseur pragmatique dit, moi, finalement, votre augmentation de capital, elle se fait dans un contexte compliqué, on va baisser encore le prix. Donc ça fait baisser les cours des bancaires. On ne peut pas dire que le fait que l'Angleterre ou que le Royaume-Uni sortent de l'Union européenne, ça tapera sur la croissance. Mais en revanche, ça tape sur les échanges financiers, ou en tout cas, ça redistribue complètement les cartes. Et on a ces banques italiennes qui sont faibles, les banques allemandes qui avaient surinvesti et probablement un peu trop cher dans les banques anglaises. Donc on a une redistribution des cartes de toute façon, et on en a parlé souvent ici, dans un environnement où le métier de banquier a évolué. Et enfin, sur des chocs boursiers pareils, où il va y avoir des rumeurs de tôle. Et il y aura peut-être des tôles aussi. Donc on va dire un tel a eu un client qui a sauté, un tel n'a pas eu, un tel a une filiale qui fait du trading à haute fréquence qui a sauté, etc. Mais ça va secouer. En tout cas, on va tout de suite voir la réaction sur la livre. Vous nous avez apporté en effet ce graphique, Thomas. Oui, c'est la parité euro-pound. Donc on voit que les marchés depuis 2013 anticipaient en fait une livre forte. Oui, ça descendait, en fait, ça signifiait que la livre se renforçait. Exactement. Et il s'avère que jusqu'à encore d'ailleurs hier soir, la tendance avait repris. Et puis là, ce matin, puisque c'est un graphique qu'on a sorti ce matin, vous voyez qu'on est repassé quasiment au niveau de 2013. C'est de la dévaluation compétitive, ni plus ni moins. Il faut arrêter de raconter des histoires. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est depuis la nuit des temps. C'est une vieille recette anglaise. Ils savent très bien faire. C'est comme le pudding, c'est les rois. Donc là, en l'occurrence, ils ont d'ores et déjà fixé les règles de leur dévaluation compétitive. Et donc, ça pourra peut-être profiter, comme disait Hubert, à certaines entreprises. Oui, et ça en met d'autres en porte-à-faux. Celles qui sont en face, alors, dans les gens qui vont souffrir, on parle d'Eurotunnel ou on parle de Peugeot, non pas parce que les gens vont avoir moins de bagnoles ou les gens vont traverser moins souvent le tunnel, mais c'est pour des questions de marge. C'est-à-dire que monter le tarif d'Eurotunnel de ce qu'on voit sur ce graphique... Alors on va voir l'euro, on va voir son pendant là. La direction de Peugeot a annoncé ce matin, on va tout de suite revoir nos tarifs. Tout de suite revoir nos tarifs, sachant qu'ils ont des concurrents, notamment japonais, qui produisent en Angleterre, donc eux ne remonteront pas leurs tarifs. C'est là où on voit que la dévaluation compétitive, elle peut faire mal. Oui, alors là, dans le même temps, à l'écran, vous avez la dévaluation de l'euro par rapport au dollar. Ce matin, même mouvement, on était dans plutôt un système de raffermissement. L'euro prend à nouveau une claque contre dollar. On ne va pas s'en plaindre puisque... Oui, c'est ce qu'on espère. C'est plutôt un facteur de soutien. Et d'ailleurs, on voit qu'un certain nombre de nos valeurs industrielles résistent, notamment les exportatrices, résistent pas mal dans ce contexte. Alors juste un mot sur les monnaies. Ce qui est très étonnant, c'est que la politique des banques centrales, qui consiste à acheter de la monnaie future avec des taux négatifs, notamment de l'euro, là il y a une réaction, mais du yen. Le yen est le grand gagnant. Le yen et l'or sont les grands gagnants. Les banques centrales continuent à en acheter, et donc les gens la partie passive des portefeuilles, celle qui est totalement défensive, elle dit, je ne veux pas faire très différemment de Mme Yellen ou de M. Draghi. Donc, si un jour, il faudra peut-être acheter du renminbi ou du yuan. Mais aujourd'hui, on achète du yen, on achète du franc suisse et on achète du dollar. C'est pas plus compliqué. Le yen, c'est quand même très spectaculaire. Le yen prend plus de 5% dans la nuit contre l'euro. Et notamment, on voit le 10 ans américain là, qui a baissé fortement. Donc, on est en train d'acheter des bons du Trésor américain. D'autant que la hausse des taux de Janet Yellen, visiblement, va être retardée d'environ 3 mois, suivant la police. Voilà. Et d'après les manifestants, ça durera un peu plus longtemps d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est très difficile pour Mme Yellen, même si on y voit plus clair en septembre, de remonter ses taux un mois avant l'élection présidentielle américaine. D'autant que ça impactera probablement également une remontée des taux en Grande-Bretagne. Remonter des taux en Grande-Bretagne, c'est pas très bon pour la croissance anglaise. Ça va, de mon point de vue, être un des vrais sujets à surveiller parce que la 5e puissance mondiale qui a une croissance inférieure à ce qu'elle prévoyait, ça va entraîne. C'est plus la 5e, les Français sont repassés devant cette nuit avec la dévaluation. Non, il y a aussi quelque chose vraiment à surveiller et que Mme Yellen doit surveiller quand même si elle dit que ce n'est pas son problème, ce sont les émergents. C'est-à-dire que cette déstabilisation, encore une fois, ça renchérit le Bund allemand, et même français, d'ailleurs même l'OAT français, ça renchérit le yen, et ça met de la méfiance sur les économies émergentes qui ne peuvent pas supporter des chocs de hausse des taux.
Cette interaction, vous pouvez nous poser toutes vos questions en direct sur la page Facebook de Décideur TV. On regarde encore une fois ce qui a provoqué un choc ce matin au réveil dans la plupart des foyers qui ne s'y attendaient pas. Avec ce résultat, 51,9% de Britanniques ont décidé de quitter en effet l'Union européenne avec un vote rural et vieux en faveur de la sortie. Les urbains et jeunes voulaient miser sur l'avenir de l'Union. Oui, bien sûr, mais pardon, encore une fois, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la démocratie qui a fait valoir ses droits, point bas. Ensuite, si effectivement les populations ne comprennent pas ce qui se passe, elles préfèrent sortir. Ça doit servir de leçon à tout le monde. La Grande-Bretagne n'est pas Londres, contrairement à ce qu'on a bien voulu croire ici. Et la conclusion, c'est que c'est la gouvernance européenne qui doit évoluer. C'est très compliqué parce que si elle doit évoluer, elle était anglaise pour ses intérêts et allemande pour ses propres intérêts. Elle ne peut plus être allemande, que allemande, parce que sans les Anglais, pour faire la balance, elle risquerait d'être que allemande. Et c'est compliqué. Si les Français et les Italiens sont inexistants, et en tout cas les Français sont politiquement inexistants, c'est très compliqué de changer les règles. La réponse de dire il n'y a qu'à faire plus encore d'Europe, c'est pas une bonne réponse. La bonne réponse, c'est que les populations, y compris en France, sont perdus avec cette mondialisation, avec cette absence d'inflation quand même. Il faut dire les choses. Et puis cette valorisation des actifs que les banques centrales nous ont imposés, notamment des actifs immobiliers. Bon, d'un mal peut peut-être sortir un bien, on l'espère en tout cas. Il faut en effet se remettre au travail et essayer d'en sortir par le haut. Il y a du boulot. On est là pour parler finance. On enchaîne tout de suite avec notre rubrique tableau de bord. On enchaîne donc avec ce tableau de bord qui apparaît sur l'écran et les feux qu'on découvre. Alors, les feux, attention, ça date du 20 juin, donc c'est pas tout à fait c'est pas à jour ce matin. À l'heure du jour. En revanche, il y en a un qui est important, c'est qu'on va commenter tout de suite, c'est le momentum microéconomique. Alors, on le découvre Parce ici. que nonobstant les problèmes de Brexit, avant cela, il y a quand même des indicateurs qu'on continue de suivre. Et celui-là, il est remonté assez fortement. C'est-à-dire qu'on a des révisions de bénéfices qui sont plutôt très bons, notamment pour les entreprises européennes. Et donc ce momentum microéconomique qu'on attendait, qui pouvait faire basculer notre modèle, eh bien, il est là. Donc fondamentalement, on a quand même des fondamentaux qui sont beaux. C'est pour ça qu'il va falloir surveiller l'évolution du marché d'échange. Ça va être la clé probablement de la confirmation ou non de la bonne santé des entreprises. Voilà, c'est là que ça va jouer et probablement pas ailleurs. Mais en tous les cas, le momentum micro, enfin, est bon. Oui, le momentum micro rejoint les analyses macro, ce qui est une bonne nouvelle parce qu'il y a souvent divergence. Et là, on voit bien, mais on en avait déjà parlé il y a 15 jours ou 3 semaines, on a des révisions en hausse, les assemblées générales en hausse, des valeurs continentales, on va dire continentales maintenant, ou européennes, et notamment françaises. Ça va mieux, on peut le regarder. On a une croissance de la zone euro qui va vers 1,6, 1,7. C'est pas colossal, mais ça va être quasiment équivalent à la croissance américaine. Ça c'est quand même très important. Après, il y a l'échange et ça effectivement, c'est une bonne nouvelle quand le dollar monte, même s'il monte pour des raisons qui nous dépassent un peu. Alors, on finit avec ce tableau de la météo. Voilà. On ne sort pas le parapluie ? Non, on sort pas le parapluie et vous verrez que dans la gestion, on peut changer la nature des placements, mais qu'il faut probablement pas encore, en tous les cas, changer l'exposition. Encore une fois, on perd 1,6% sur la semaine sur le indice CAC 40. C'est pas... c'est colossal par rapport à hier soir parce que c'est très impressionnant. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué pour des gens qui font du trading intraday, comme on dit. Mais bon, pour le moment, on n'est pas en mode panique, même si, encore une fois, il va y avoir des gens qui vont perdre de l'argent et ça déstabilise notamment les banques. Les performances d'Interaction. Donc Thomas, vous nous avez apporté un graphique qui présente en effet l'impact du Brexit sur Interaction aujourd'hui. Ça, c'est quand j'ai quitté le bureau à 11h45. Vous voyez que le fonds perdait 6,28.
Et pendant ce temps-là, le CAC dividende réinvesti perdait 8,09. Donc nous gagnons plus de 2% d'écart. C'est essentiellement dû à deux choses. Évidemment, on a 9% de liquidité. Et quand ça baisse aussi fortement, 9% de liquidité sur une baisse de 8%, ça fait 1,60. Donc on les retrouve assez rapidement ici. Et le reste, en fait, c'est notre sous-exposition au secteur financier qui est le plus attaqué aujourd'hui. Et donc, ça explique grosso modo cet écart. Sur la semaine en cours, on gagne encore 0,45 et sur le mois en cours, 1,70. C'est comme ça qu'il faut le lire. C'est exactement comme ça que ça se lit. Voilà. Mais donc, sur l'année, on fait jeu égal. Moins 0,09. Voilà, moins 0,09 sur le CAC dividende non réinvesti. Et dividende réinvesti, on perd 2,30. Voilà. Mais on a rattrapé très rapidement notre écart. C'est donc pour nous l'objectif est d'essayer de ne plus se faire distancer, mais on avait vu que dans la forte reprise, c'est un des graphiques qu'on a après qui a eu lieu la semaine dernière jusqu'à hier soir, celui que vous avez sous les yeux exactement. Voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'Ac Interaction, dans un marché qui progressait de 7,68, avait connu une hausse de 6,16%. Cette hausse, elle était générée par Total, BNP, Sanofi. C'était une hausse très indicielle et qui est très financière. Puisqu'on avait des rebonds conséquents, 17% de rebonds sur la générale. La BNP 14, en fait, on est en train de reperdre ce qu'on avait gagné sur les financiers. C'est ce que disait Hubert, on n'a perdu que 1,6 d'une semaine à l'autre. Oui, c'est autoréalisateur, c'est-à-dire que comme la finance avait déclaré qu'elle ne voulait pas du Brexit, elle a joué le Brexit. Elle l'a surjoué sur son secteur à elle, sur Total ou sur Sanofi, sur les valeurs d'indice, c'est un autre sujet. Bon. On est quand même en baisse. Hein. Si on prend sur une semaine, alors un peu à la même heure que Thomas, la Société Générale perd quand même 9% sur la semaine, Natixis 8,4. Et puis on a les automobiles, et comme je le disais, c'est compliqué quand on a des coûts de revient en euros, voire en dirhams ou quelque chose comme ça, pour Renault et pour Peugeot, c'est quand même une grosse clientèle. Bon, c'est pas la peine de s'attarder trop sur ces commentaires sectoriels et sur ces performances, puisque du coup elles sont dépassées par les évolutions qu'on a commentées en introduction. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur Interaction. On va reprendre la suite avec la partie gestion pour voir justement comment est-ce que... on ajuste le portefeuille. Alors, la grande question, qu'est-ce qu'on fait au lendemain d'une gueule de bois comme celle-ci, quand on se réveille? Quelles sont les premières mesures en tant que gérant? Est-ce qu'on réagit tout de suite à chaud? Alors, la première réaction qu'on a eue, c'est de regarder ce qui se passait sur les dérivés. Ce matin, dès lors qu'ils ont pu coter à partir de 8 heures, en tous les cas les dérivés sur les futurs sur le CAC 40, on affichait moins 11,5 de baisse. Alors en fait, il y a toujours une partie spéculative là-dedans, des gens qui veulent absolument se couvrir très vite. Et donc nous, on a pour habitude d'attendre que les marchés se soient stabilisés. Ça ne sert pas à grand-chose de s'énerver parce que si on avait dû vendre tout de suite des bancaires, comme j'en parlerai dans un instant, on les aurait vendus à moins 27, moins 28, alors que finalement, au bout d'un quart d'heure, elles n'étaient plus, entre guillemets, qu'à moins 17%. Donc il ne faut surtout pas se précipiter, il faut attendre que ça se tasse un peu. Il y a des surréactions qui sont dues au high frequency trading, pardonnez-moi. Trading à haute fréquence. Voilà, décidément des termes anglo-saxons qui sont bien compliqués. C'est fini. Donc c'est terminé, il va falloir s'habituer. City va traverser le channel peut-être aussi. Hein. Elle va traverser l'Irish Channel aussi, peut-être un peu. C'est pas exclu. Ce qu'il faut, c'est garder son sang-froid et regarder si on est dans un mouvement systémique, systémique qui entraînerait une baisse encore plus importante derrière, ou si on est dans un mouvement ponctuel, ou si c'est probablement, on est un petit peu entre les deux là aujourd'hui. Donc voilà. Souvent on va trop vite. Hein. Souvent en voulant bien faire, il y a une bonne chance que quand on vend les mauvaises et on vend les bonnes, on rachète les mauvaises, on n'en sait rien. Il faut attendre la stabilisation. Je suis comme Thomas. Pour le moment, on n'est pas dans le systémique. Voilà, bon. Alors ça peut paraître farfelu de se dire que quand la Grèce voulait quitter l'euro, c'était un drame, et que quand le Royaume-Uni quitte l'Europe, c'en est pas un. Mais d'abord, on a eu le temps de le voir venir. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit un drame économique dans un premier temps, même si... Le danger systémique, c'est s'il y avait une déflagration bancaire et que ça faisait domino, c'est ça? Oui, alors c'est là où le seul arbitrage qu'on va probablement opérer, c'est de vendre l'indice Lixor qu'on avait sur les banques,
Celui-là, on va s'en séparer parce qu'on pense que pour le coup, Voilà, on va le voir. les bancaires vont être un petit peu entraînés dans une... En tous les cas, on ne verra pas clair avant un petit moment sur les banques. Donc même si elles rebondissent, ce qui est possible, Oui, probable, c'est j'en sais probable, rien lundi, Donc on c'est pas sort tellement... complètement de Les- tout ce les qui est banques- bancaire. Les banques, ça va être de la spéculation, ça va être Voilà. comme du banque par banque. C'est-à-dire, on sait bien qu'on connaît la solidité de BNP Paribas, mais c'est très très compliqué. Et là, on a un risque que ce que ça Un parte dans petit tous peu les comme à sens. l'époque de Lehman où on se posait des questions, Oui, chacun regardait son voisin Voilà. avec suspicion. Pour le moment, il n'y a pas encore la tôle de Lehman ou la tôle de la Grèce, épisode Et numéro puis on a 1. des banquiers centraux qui arrosent quand même. Ah, ça, c'est la conséquence, c'est qu'on va continuer et on va renforcer quelque chose au moment où il faudrait atténuer les drogues. Hein. Oui, alors, bon, les banquiers centraux, ils vont faire leur boulot et on verra ce qui se passe sur les obligations souveraines, notamment celles qui sont à surveiller pour moi sont les italiennes et les espagnoles, sachant que ce matin, les taux des obligations souveraines italiennes et espagnoles baissaient fortement et que la tendance s'est inversée. Ce qui va traduire, une fois de plus, je pense, le problème bancaire dans ces régions et, je le rappelle, l'élection en cours en Espagne qui est pour dimanche. Bon, ce que je comprends, c'est qu'on a décidé de sortir les banques. C'est pas vraiment le moment de sortir d'autres choses après la baisse de 10% de ce matin. Est-ce qu'au contraire, il y a des opportunités parce Ça qu'on ne veut a pas du dire que dans les cash, semaines qui viennent, on va pas réorienter le portefeuille parce que il y a une nouvelle donne. Mais pour le moment, la nouvelle donne, on a commencé à distribuer les cartes, mais elles sont pas toutes dans votre main. Donc c'est assez compliqué de lancer des enchères. Vous l'avez dit Thomas, qu'est-ce qu'on fait de ces sommes? On les réinvestit sur des titres Qui profitent. pour lesquels on n'avait pas encore constitué des lignes totales. Je pense à Zodiac notamment. Je pense à... Ça veut dire qu'on avait pris 1% à la fin de la Exactement. semaine dernière. Exactement. Non, il y a 15 jours, il y a 3 semaines même. On les a pris... On avait pris 0,5 Oui. et on avait renforcé la semaine dernière. Zodiac le 17 juin. Et On va voir, en effet, le tableau. effectivement, on avait commencé à l'acheter le 25 mai. On en a racheté un peu le 17 juin. Là, on va pouvoir en acheter à nouveau. Zodiac, c'est bien parce que c'est à la fois... Il y a un petit côté spéculatif, mais on ne l'achète pas pour la spéculation, on l'achète pour la réussite industrielle. Exactement. Et la réussite industrielle dans un secteur, qui est le secteur aéronautique, qui est un secteur de croissance longue, etc. Et on est en retard. C'est-à-dire que Zodiac, là, les mauvaises nouvelles dans la chaîne de production ont fait baisser le titre de 33%. Donc il y a du potentiel pour Mais la rebondir. spéculation est un peu retombée avec un Bah, groupement il y a eu familial, oui, c'est-à-dire que les familles se sont mieux. mis d'accord, elles ne vendront que tout Que si ensemble c'est cher. ou jamais que si c'est cher. Mais comme on l'avait dit, il y a deux solutions. Soit ils réussissent leur pari industriel, ce qui a l'air d'être plutôt le cas, soit ils ne le réussissent pas et à ce moment-là, ils risquent de céder. Ouais. Alors, Zodiac, donc on profite de notre poche de cash, on avait à peu près 10%, Mais 9%. on en a un peu plus, donc si on sort des banques. Hein. 9%, donc on rachète du Zodiac, on passe de 1% dans la ligne à quel Alors, pourcentage? en fait, on va rajouter 1% de Zodiac. D'accord. Et on va probablement racheter un petit peu de Sanofi et un petit peu de Total, qui sont C'est de une l'indice. façon de faire de l'indice au moment où on parle, mais vu les corrections qu'elles ont connues, et sur Sanofi, c'est pas justifié, on va renforcer un peu. Vous Donc ça, connaissez ma méfiance sur Sanofi, mais bon, c'est méfiance. Le problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas avoir du AstraZeneca, par exemple, ou du Glaxo, mais plutôt du Alors. AstraZeneca, parce que vous avez des coûts en sterling, et vous êtes sur un marché mondial, puis de toute façon, la santé, c'est un marché d'abord américain, ensuite mondial. Bon, Sanofi, Total, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités? Vous nous disiez, Hubert, que finalement, cette dévaluation compétitive, c'est un effet indirect de ce Brexit, va profiter à certaines Alors, valeurs donc- ancrées en Grande-Bretagne ou au-delà. Oui, alors ce que je disais, bon, l'exemple c'était AstraZeneca, mais le bon exemple c'est Guinness, qui s'appelle pas Guinness, qui s'appelle Diageo en bourse, de la production qui est de la production avec pas mal de coûts évidemment en livres sterling, une valeur qui n'est pas hors de prix, qui est 17-18 fois, 33% de Moitensi. Donc ça, la dévaluation anglaise joue pas trop sur la valorisation de Moitensi, ou en tout cas ça serait surprenant. Et un chiffre d'affaires qui est totalement international. Thomas, Il qu'est-ce que vous pensez faut de pas Diageo? rigoler. Je pense qu'ils doivent faire 5 ou 6% de leur chiffre d'affaires en livres, alors qu'ils font beaucoup plus de leurs coûts. Oui, donc ils ne vont pas beaucoup profiter de la dévaluation de la livre Ah si, ils en profitent à fond. en termes de production. Oui, puisque d'accord. eux, ils Pas en produisent en termes de livres vente. et ils vendent en en dollars, dollars. en euros. Thomas, et c'est une voire- bonne idée ça? Ça Moi, donne ça- soif? Oui, ça me va bien, sachant que j'ai un potentiel d'un peu plus de 8% sur le titre à hier soir.
Donc plus 7% aujourd'hui, grosso Voilà, 7% aujourd'hui. on va avoir un PER qui a pas mal diminué, Voilà. 18 fois les résultats estimés, alors que ça se payait historiquement un peu plus. Bon, une gorgée de 21, Guinness 22. alors. Yes, of course. C'est la Coupe d'Europe, c'est pas celle de rugby, mais quand même. Et on en prend quel pourcentage? On va commencer par 1%. 1% de Guinness. Voilà. Bon. Il faut, attention, parce que dans le mouvement qu'on opère là, on ne se renforce pas, on garde notre cash. Hein. On utilise simplement les ventes pour les arbitrer sur d'autres secteurs. Donc des ventes Aujourd'hui- bancaires qu'on transforme en Guinness. Oui, aujourd'hui, on En n'a Diageo. pas. Je rappelle que si on était face à un risque systémique, ça nous amènerait à vendre 15% de titres en plus pour se retrouver à 25% de liquidité. Alors, What donc, else? bon, il y a Redkit, pardon, qui est une société qui fait de l'hygiène, Ouais. qui fait de l'hygiène, qui est aussi assez producteur en Angleterre et assez vendeur à l'étranger. Donc c'est ce levier-là qu'on cherche. British American Tobacco dans ce cas-là, mais le tabac c'est extrêmement compliqué parce que ça obéit à des cycles différents. Donc ce sont des exemples. Alors Thomas? Oui, ça me va bien aussi. On est plutôt sur les secteurs, entre guillemets, des matières premières. Donc ça nous va bien dans le contexte actuel. On va voir un petit peu les corrections en cours. J'ai pas regardé Reckitt, en revanche Diageo, oui. Non, mais Donc je suis partisan d'acheter du Diageo. Reckitt, on va mettre ça en on va mettre ça observation. dans un... Sur le radar. Alors, cette semaine, ça n'a rien à voir. Vous retrouvez Alten en hausse de 3% sur la semaine. C'est une valeur de notre portefeuille. Dans le secteur, une société qui s'appelle Ausy, qui est beaucoup plus petite. On disait Ausy, Alten est un petit Altran et Ausy est un petit Alten. C'est comme ça qu'on disait. Aussi racheté par Randstad. Voilà. Et donc, on voit quand même que pendant tout ça, les affaires continuent. C'était un peu avant. Hein. Oui, quoi, c'était un peu avant. Non, mais les affaires continuent, c'est ce qu'on disait aussi en introduction. C'est-à-dire que la vie ne s'arrête pas forcément non plus. Non, mais donc, il se passe des choses et c'est un secteur, le secteur des services aux entreprises, c'est un secteur qu'on a beaucoup joué, donc on a du Atos. Et donc le message, c'est de se renforcer dans les ESN, les entreprises de services numériques. Alors oui, parce que ça va être des gains de productivité et surtout dans le contexte actuel, on va avoir l'occasion d'en ramasser quelques-unes dans des aberrations de marché. Et puis il va y avoir du boulot pour ces entreprises parce que redécouper le Royaume-Uni de l'Union européenne, ça promet bien du plaisir aux informaticiens, non? Oui, alors il y a ça. Et moi je serais partisan aussi de racheter les fabricants de pelles pour reboucher le tunnel sous la Manche, parce qu'il va quand même falloir empêcher le passage à nouveau des Anglais. Le tunnel c'est un sujet, il y a un moment il faudra le saisir. Hein, bon. Mais le problème, ce que je vous disais, c'est comme pour Peugeot et Renault, c'est la hausse des tarifs. Comment on peut faire passer les tarifs à la plus grosse clientèle et la plus rentable, qui était la clientèle des particuliers britanniques, qui est plus rentable que le fret et plus rentable que les Français, parce que les Français vont moins en Angleterre que l'inverse. Bon, pour sortir du British Humor, qu'est-ce qu'on fait sur le secteur des ESN? On renforce quelque chose ou pas? Non, moi je préfère attendre un petit peu, on en a déjà pas mal, entre Altran, Alten, donc pas plus de services numériques pour SAP, Atos. SAP, et SAP, on va regarder, mais on va probablement renforcer aussi. Voilà, on se positionne, on profite des corrections importantes là pour acheter à des secteurs qui nous plaisent. Il faut aussi refaire les comptes parce qu'il y a quand même pas mal de ces sociétés qui ont une partie de leur chiffre d'affaires en Angleterre. Donc il faut refaire les comptes parce que là aussi. C'est Atos qui travaille pas mal avec l'Angleterre, je crois. Oui. Et juste. Et c'est toujours une question de tarif et de marge. Vous êtes obligé de pincer vos marges quand vous êtes en face d'une dévaluation compétitive de vos clients. Ça, vous n'y pouvez pas grand-chose. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses sur votre radar, Hubert? C'est déjà pas mal. Non, je pense qu'il faut être fixé sur le Brexit. De forme. Des idées. Bon, par exemple, effectivement, cette semaine, il y a eu de l'actualité sur Orange. La question de Vodafone, qui est purement britannique, donc qui est plus à l'abri, peut se poser aussi. Hein, mais c'est plus à saisir. C'est pas aujourd'hui, je vais vous dire, on va vendre de l'Orange et d'acheter du Vodafone. Non. C'est pas... Pas encore. On résume. Donc, on sort complètement... Juste un mot sur EDF qui a passé une mauvaise semaine. Hein. Oui, et Hinkley Point, là-dessus, ça risque de revenir aussi secoué. Oui. Peut-être une porte de sortie. Peut-être que ça a coûté moins cher, surtout. Parce qu'il y a des coûts en sterling là-dedans. Non, mais EDF, on a souvent parlé quand un dossier est politique, c'est une horreur absolue. Et ça, on n'y peut rien, parce qu'il réagit à autre chose que des fondamentaux. Bon, on résume. On sort complètement du secteur bancaire. On avait un ETF qui sort sur les banques. On prend une pincée encore de Zodiac. On passe de 1 à 2%. Et oui, c'est une grosse pincée. Et on fait rentrer en effet Guinness. Guinness, c'est la marque commerciale. C'est Diageo, la société cotée.
La marque parapluie, je sais pas comment il faut dire oui. ça. C'est la grande Donc marque. Diageo, on prend 1% de 1%, Diageo. ouais. Voilà. Pint of Bitter. Et en effet, on est amer ce jour de sortie du Brexit. Bravo. Mais bon, il faut aller de l'avant. On espère que l'Union européenne en sortira renforcée. God save the Queen. Merci. À l'année prochaine.